Bien bonjour, je m'appelle Yann Maté, je suis chef produit chez Audiopole. Audiopole est importateur national de différentes marques, Focusrite, Beyer Dynamic, Turbosound et Allen Ennis, qui est le fabricant de la fameuse iLive. iLive, le système qui fait couler pas mal d'encre en ce moment, que je vais vous présenter aujourd'hui lors de ces rencontres de la création sonore à la SAE. Aujourd'hui, je suis venu avec le système qui est le plus abordable à l'heure actuelle, qui touche à un maximum de prestataires, le système iLive, système iLive T notamment, un système qui a déjà quelques années, qui a commencé avec le système iLive il y a 3-4 ans, avec des consoles et des stage box qui étaient modulaires, et qui le sont toujours d'ailleurs, qui viennent d'être renforcés par la nouvelle gamme, la série T, qui va être un produit non modulaire. Alors, la particularité du système iLive, c'est contrairement aux autres produits que l'on pourrait trouver en console numérique, ce sont des produits qui intègrent bien sûr des surfaces de commande que l'on va voir, des stagebox, mais la particularité des stagebox est d'intégrer le cerveau. Le cerveau des systèmes iLive se trouve toujours dans le stagebox. Le cerveau, le DSP, est un système qui peut gérer 64 entrées vers 32 bus de sortie. On a quelque chose de vraiment costaud au niveau DSP. On a 32 bus de sortie. Nous avons 8 moteurs d'effet qui sont disponibles avec des émulations que l'on verra EMT 480 et j'en passe. Et donc, ce système va permettre de répondre à bon nombre d'applications live, voire installation, voire enregistrement. La particularité donc des Stagebox, comme je le disais, est d'intégrer le DSP à l'intérieur. Et ces Stagebox vont exister en plusieurs tailles. On va avoir aujourd'hui présenté un IDR 48. L'IDR 48 qui dispose de 48 entrées physiques et de 24 sorties physiques. Nous avons à côté son petit frère, l'IDR 16, qui dispose de 16 entrées physiques et de 8 sorties physiques. Et les deux ont exactement le même moteur, 64 entrées vers 32 bus. Alors, la particularité du système, c'est ce DSP, ça va être de pouvoir capter l'audio depuis plusieurs sources. On va avoir 3 provenances. Le DSP va pouvoir capter le son de lui-même par les entrées physiques du Stagebox. Il va pouvoir également capter le son par le biais d'un câble en catégorie 5 qui le relie à la surface de contrôle. Cette surface, bien entendu, dispose d'entrée et de sortie audio, puisqu'à la régie, on a toujours besoin de brancher un micro HF, un lecteur CD ou un insert. Donc, il faut pouvoir récupérer le son depuis la surface. Et la troisième source potentielle est le port B. Alors, le port B, c'est un slot qui peut accueillir différents types de formats. Aujourd'hui, on a choisi de mettre des cartes EtherSound pour être compatible avec l'intégralité des machines qui sont présentées à la SAE. Mais on pourrait très bien avoir en port B un port MADI, un port Dante qui arrive prochainement. On peut avoir également un protocole propriétaire avec l'ACE. Donc vraiment une porte ouverte vers l'extérieur, ce qui permet de partager l'audio également avec d'autres consoles lorsqu'on veut faire façade-retour avec des consoles de marques différentes. Ça arrive selon les affinités des techniciens son, voire deux consoles de la même marque, deux systèmes iLive qui fonctionneront ensemble. Donc le DSP va pouvoir récupérer les entrées depuis trois ports et envoyer le son des 32 bus. Les 32 bus vont pouvoir être routés directement sur le Stagebox lui-même ou renvoyés sur la surface de contrôle ou sur le port B par le biais de l'Ethersound encore ou du MADI ou l'autre format. Donc ça va nous permettre de faire éventuellement ces ports B des virtual soundcheck, de l'enregistrement, de partager avec des consoles façade-retour et puis d'avoir un noyau central qui va me permettre d'aiguiller le son dans tous les sens. La particularité de ces Stagebox, c'est éventuellement d'être couplés. On peut coupler deux Stagebox et là, on va augmenter les capacités d'entrée à 128 voix d'entrée, toujours vers 32 bus, mais 128 voix, ça reste quelque chose vraiment de confortable lorsqu'on a des besoins pour des prises de son où il y a beaucoup de micros ou beaucoup de sources. Alors, ces Stagebox vont être associés à des surfaces de contrôle. Alors, les surfaces de contrôle que l'on présente aujourd'hui, il y en a deux. Il y en a une qui est dans le champ, qui va être la surface, la T112 que l'on présente ici. Il y a sa petite sœur qui est juste à gauche, qui est la R72, et on y reviendra après.
Dans les deux cas, ces consoles ne sont que des télécommandes, si j'ose dire, des systèmes iLive. Alors cette surface de contrôle, elle va offrir bon nombre d'accès directs et surtout une ergonomie qui sera très appréciée des personnes qui viennent du numérique ou du monde analogique pour les doyens, dont je fais partie. Donc, pour revenir au DSP, nous avons la possibilité, ces 32 bus, de pouvoir les agencer à notre convenance, puisque 32 bus, on n'a pas de bus qui soit dédié aux auxiliaires ou dédié au groupe. On a 32 bus, et ça va être à nous de définir, de modifier un preset d'usine, voire d'en créer un en suivant les applications, une configuration qui nous permettra d'avoir une exploitation totale des 32 bus, soit en mettant un certain nombre d'auxiliaires. Là, je mets 8 auxiliaires mono, je mets 3 auxiliaires stéréo, 4 matrices stéréo, un gauche-droite en stéréo. On peut aller jusqu'à 8 moteurs d'effet, mono ou stéréo. Et au bout d'un moment, il y a une petite croix qui va s'afficher en disant « c'est 32 bus, tu es allé trop loin, attention ». De rester dans la capacité de la machine. Une fois que l'on a choisi l'application, la configuration, on va avoir un résumé à l'écran qui va nous permettre de savoir ce dont on dispose en termes d'auxiliaires, en termes de matrix, et de voir les sorties qui leur sont affectées physiquement, que l'on pourra bien sûr modifier. En ce qui concerne la surface, cette surface, une fois qu'on a défini la configuration, on va pouvoir l'agencer à sa convenance. La T112, elle ne porte pas son nom au hasard. Nous avons 28 faders. Ces 28 faders, découpés en 3 banques, vont disposer de 4 couches. Donc 4 fois 28, 112. Nous avons une iLife T80 qui dispose de 20 faders, x 4, iLife T80, et ainsi de suite pour tous les modèles de la gamme. La particularité de cette surface va être de pouvoir être modulée à la convenance de l'utilisateur. Alors par défaut, je l'ai agencé aujourd'hui en mettant plutôt les entrées sur les deux premières banques et plutôt les sorties à droite sur la dernière banque. Donc là, nous avons des entrées de 1 à 40 et nous avons plutôt des sorties ici avec des masters d'effets, le master de la façade, les départs auxiliaires, des départs d'effets et des DCA. Le moteur dispose donc de 32 bus, je l'ai dit, mais également de 16 groupes DCA qui peuvent devenir des groupes de mute. En plus des moteurs d'effet, puisque l'on dispose de 8 moteurs d'effet que l'on verra un petit peu plus tard. Donc pour revenir à la surface, je vais pouvoir agencer ces strips, puisqu'en anglais strips ça veut dire tranche, et sur la surface nous avons en anglais strip, qui me permet de dire par exemple sur le layer C, de travailler en mode bloc. Je commence ici, je sélectionne la première tranche, je vais jusqu'à la quatrième, pourquoi pas. Et ici, je vais pouvoir définir de mettre les entrées de 1, de 24 à 27 par exemple. Voilà. Ici, de là à là, je vais pouvoir mettre, si je le souhaite, si je suis gaucher, pourquoi pas, des départs des master docks de 2 à 6, pourquoi pas. Alors nous avons une redondance éventuellement sur les départs auxiliaires, puisqu'ils ont été affectés à différentes banques. Mais cela, c'est à la convenance des utilisateurs d'organiser la surface comme on souhaite. On peut voir au-dessus des faders des petits écrans LCD qui sont colorés, qui permettent d'identifier rapidement les pages dans lesquelles nous sommes. Alors par défaut, les entrées sont en vert, les aux sont bleus, mais tout cela, ça peut se modifier et ça peut s'accommoder de mes propres choix. Pour ceci, là encore, un accès direct avec une fonction qui s'appelle Name and Color, qui porte bien son nom. En me mettant en mode single, je vais pouvoir choisir la première tranche, la tranche numéro 1 qui porte le numéro 1, et lui affecter, par exemple, écrire kick. Je dispose de 5 caractères, ce qui évite le traditionnel bandeau blanc marqué au marqueur qui bave parfois sur l'appareil en lui-même. Et éventuellement, j'ai un quick menu pour gagner un petit peu de temps, que je peux éditer, bien sûr. Donc là, on va pouvoir mettre la caisse claire, le charlet, le tome 1, le tome 2, le tome 3, l'overhead gauche, l'overhead droit, la basse DI. Nous allons mettre une guitare acoustique, des voix, différentes voix.
encore une, et puis pourquoi pas éditer après les autres en mettant mon propre prénom, Yann. J'applique, voilà. Donc là, j'ai mis différents noms qui correspondent au cahier des charges, à la fiche technique que j'ai reçue de la part du prestataire. Et enfin, je peux mettre de la couleur en disant que de cette voie-là à celle-ci, c'est une batterie, je la mets en jaune. La basse, que je vais pouvoir mettre en rouge. Les guitares, que je vais pouvoir mettre en bleu. Et les voix, que je mets souvent en violet. C'est un petit code couleur que j'essaye d'inscrire dans l'esprit de bon nombre de techniciens que je croise au fil du temps sur la route, de façon à ce qu'on s'y retrouve tous avec des high-life, qu'on ait un petit peu une uniformité d'organisation. Donc là, ça me permet rapidement pour un utilisateur qui ne connaît pas la surface d'identifier les canaux, tout en ayant un petit bouton qui me permet de voir quelles sont les entrées que j'ai mis en dessous, puisque lorsqu'on renomme, il faut quand même savoir sur quelle entrée on est. À partir du moment où on a configuré la console, on va pouvoir passer au mode accueil et recevoir le technicien qui n'a jamais vu la surface de contrôle. Donc il va y avoir 4 boutons qui vont être redondants sur toutes les tranches: sélection, PFL, mute et mix. Le premier bouton, sélection, je sélectionne ma voix. Dans l'écran, le nom s'affiche en haut avec la couleur, le code couleur que je lui ai donné. Et à partir du moment où je sélectionne une voix, j'ai toute la tranche qui concerne cette voix qui va s'afficher. Là, on retrouve vraiment l'ergonomie d'une console analogique, doublée d'un écran tactile qui est redondant au niveau des informations. Écran tactile, puisque l'on pourra accéder aux paramétriques, aux compresseurs, aux gates et ainsi de suite, en redondance de ce côté entre guillemets analogique. Nous avons donc sur chacune des tranches préampli, gate, paramétrique, compresseur, limiteur, DSR, également un délai qui sera paramétrable par le biais de l'écran tactile, ainsi qu'un insert sur toutes les entrées qui pourra être pris sur la surface, sur le stage box, voire sur le port B, voire le rack d'effets interne qui pourrait être patché. L'ensemble de ces blocs bénéficie d'une petite touche verte de sélection également qui permettent d'accéder directement au compresseur, à l'égaliseur, et ainsi de suite. Et ça va être pratique parce que en termes de manipulation, cette fonction va être multitâche. Si je prends l'exemple de la tranche numéro 1, sur laquelle j'ai branché un micro, on va prendre un PFL sur le micro, voilà. C'est fait. La particularité, donc on va faire quelques réglages approximatifs, mais tout à fait audibles. Un coupe bas déjà, voilà, un petit coupe bas à 200. Une égalisation qui n'est pas forcément merveilleuse, mais au moins qui a le mérite de s'entendre. Et puis on va pouvoir régler quelques autres éléments. Donc si je rappelle avec la touche sélection, par exemple, le gate, on verra sur l'écran qu'il y a un historique, à partir du moment où on met en place, un historique de 12 secondes sur le gate, voire sur le compresseur, voire sur le limiteur ou DSR. Donc cet historique va nous permettre de voir si, avant d'enclencher un traitement, savoir si on est dans la norme ou pas, ce qui nous permet de faire quelque chose d'assez transparent après quand on l'utilise. La touche sélection, je le disais, elle va permettre d'avoir une autre fonction. Lorsque je prends un PFL sur une entrée, sur une sortie, cette touche sélection va me permettre, en restant appuyé, d'écouter mon signal au niveau du compresseur. Là, ici, je suis au niveau du compresseur et j'écoute le sidechain de fréquence. Là, j'écoute désormais avant le compresseur avec l'égalisation. Ici, sans l'égalisation au niveau du gate, avec le coupe bas, et sans le coupe bas en étant à l'entrée au niveau du préampli. Donc ça permet vraiment de faire une écoute ciselée pour vraiment définir l'action que l'on fait avec les traitements sur le signal. Ce traitement que l'on fait, ce contrôle, on le fait par le biais de l'audio, mais on peut le faire également en visuel. On peut tricher un petit peu, puisque dans la page vumètre, hormis les vumètres que l'on peut bien sûr paramétrer, il y a un RTA, un Real Time Analyzer, qui va suivre en permanence le PFL. Donc si je prends un PFL au niveau du sidechain de fréquence, par exemple, j'ai mon analyse de signal qui suit, et on voit bien que la bande passante est figée sur la plage de fréquence que je détermine. On verra également en rouge bouger très très vite. En fait, c'est la fréquence qui domine, que l'on va retrouver en PFL sur les sorties également. Donc ça, c'est la fréquence qui domine, preuve en est.
Voilà, une fréquence qui peut nous gêner, un bignou breton. Donc on va pouvoir rapidement identifier le problème et le traiter. Ça, c'est un atout indéniable d'avoir cet analyseur qui suit le PFL. C'est quelque chose qui... Je vais couper le micro. C'est quelque chose qui est fait souvent en mettant un autre ordinateur avec un analyseur que l'on va insérer. L'avantage, c'est d'avoir dans cette machine, d'avoir tout en un. Donc, la première touche qu'on explique, sélection. On fait tous les réglages. Ces réglages, nous allons pouvoir également les mettre en mémoire dans des librairies, puisqu'on a des librairies sur chacune des parties. Les librairies sont indépendantes des configurations, ce qui fait qu'elles vont rester en permanence dans la machine. Un jour, je fais une prestation, le lendemain, j'en fais une autre en me disant « Tiens, il y a 2 jours, une EQ m'intéressait, j'aimerais bien la récupérer, je l'aurai toujours en mémoire. » Voire, je pourrais la mettre en mémoire sur ma clé USB et me balader ainsi d'un endroit à un autre en ayant toujours toutes mes librairies de compresseurs, d'EQ avec moi. Donc ça, pour la touche sélection, c'est ce que l'on a sur les 64 premières entrées. Si je prends maintenant une sortie, un auxiliaire, eh bien sans avoir à patcher quoi que ce soit, j'ai d'entrée de jeu un paramétrique, un compresseur, un limiteur, un délai qui passe à 340 millisecondes, donc là on a largement une centaine de mètres, et un égaliseur graphique de disponible. Alors cet égaliseur graphique et tous ces traitements sont disponibles sur les 32 bus. Il n'y a pas un choix de fromage ou dessert. Là, sur les 32 bus, on va avoir l'intégralité des traitements. Toujours un accès direct sur le paramétrique. Le graphique, bien sûr, un accès par l'écran tactile, ce qui n'est pas des plus faciles, des plus aisés lorsqu'on manipule en live. Donc, on a bien sûr une fonction fader flip que l'on peut accéder depuis l'écran, voire par le biais d'une touche dédiée sur la console qui bascule mes faders en mode égaliseur. Dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que je vais garder la main à droite sur mon master fader dock, ce qui me permet de contrôler un petit peu le son que je vais envoyer. Si je prends l'exemple du microphone, que je vais router rapidement vers le départ auxiliaire, effectivement, à partir du moment où j'ai routé un signal et qu'il y a une présence de signal, l'analyse que nous avions tout à l'heure à l'écran va se retrouver au niveau des faders, puisque tous les bar graphes vont devenir l'analyseur en temps réel, avec toujours ce petit point rouge qui est ultra sensible. Preuve en est, nous avons un micro dynamique. Voilà, ça permet rapidement de pouvoir identifier les fréquences lorsqu'on doit caler des retours, de pouvoir dire tiens, cette fréquence-là, elle part, elle va accrocher un peu. Si je monte un peu, je vais peut-être avoir un problème. Donc, c'est identifié rapidement. Je corrige. Et une fois que j'ai corrigé, je ressors du mode. J'ai déjà préparé un petit peu mes retours. Voilà, j'ai fait un coup de bas. J'ai fait mon égalisation. Par le graphique, je peux intégrer rapidement un compresseur, un limiteur pour pas qu'il les casse, et éventuellement, si on parle de IR, ça peut être très bien d'avoir le limiteur qui soit incorporé, et à partir de là, je vais avoir ça en mémoire. Alors ces fonctions, je vais pouvoir les copier, ces traitements, je vais pouvoir les copier sur d'autres départs, ou copier certains éléments sur les entrées. Si je reviens sur les entrées, je reprends mon entrée numéro 1, voilà, là, j'ai fait quelques réglages sur la voie numéro 1. Je veux copier ces réglages sur la voie numéro 2. Je vais disposer de 3 touches, Copy, Paste and Reset. Copy, je reste appuyé sur la touche Copy. Je sélectionne ma tranche. L'écran m'affiche qu'il met ça en mémoire. Et Paste, je vais pouvoir coller les réglages de la tranche numéro 1, l'intégralité des réglages sur la tranche numéro 2. Désormais, les deux ont également le même réglage. De la même manière, j'ai une touche Reset. Par sécurité, c'est toujours l'association de 2 touches, donc il faut vraiment être volontaire. J'appuie sur Reset et je reset la voie numéro 2, remise à 0, sauf le préampli. Le préampli, le reset se fait de manière indépendante. Je reviens sur la numéro 1, je corse un petit peu l'affaire. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'égalisation. L'égalisation, comme on peut le voir, chameau. Donc cette égalisation, je souhaite la mettre sur la voie 2. Je reste appuyé sur copie. Ce coup-ci, je ne prends pas l'intégralité de la tranche, mais juste la partie qui m'intéresse. Par le biais de la touche sélection, je sélectionne cette partie et je n'ai plus qu'à la coller sur 1, 2, 3 voies. Et on peut voir que sur les 3 voies, j'ai collé l'égalisation. Donc un reset également de la même façon, de l'égalisation en question, voilà. Ou un reset d'une autre fonction. Donc ces 3 touches-là sont très pratiques parce que
On n'a pas besoin, avec la iLive, une fois qu'on a configuré le système, l'écran, je peux quasiment l'oublier. C'est une des rares consoles qui permet de travailler au son, à l'ancienne, travailler à la méthode de certaines consoles où tout se fait par l'écran, voilà, ou travailler en mode hybride avec un œil sur l'écran et un œil sur la console. Je peux également déporter cet écran sur un écran externe de façon à l'avoir éventuellement dans l'axe si je le souhaite. Ça, c'est pour les entrées. De la même manière, les réglages que j'ai faits pour l'auxiliaire numéro 1, je vais les copier, l'auxiliaire 1, sur tous mes retours. Voilà, et donc tous mes retours vont bénéficier des mêmes réglages, et ça s'est fait très rapidement. La deuxième touche, la touche PFL, c'est un PFL. Un PFL, ça reste un PFL, voilà. L'avantage, c'est qu'il peut travailler en mode additif ou single. On va pouvoir travailler en mode AFL ou PFL sur les entrées et les sorties de manière indépendante avec un réglage distinct. Voilà pour la touche PFL. La touche mute, qui est un mute, mais qui peut devenir, par l'association de deux touches bien sécurisées, le solo in place, à manier avec attention. Et enfin, la touche mixage. La touche mixage, c'est le bus de mixage. Par défaut, c'est toujours le bus de mixage principal qui est rappelé. Si je prends une touche et je relâche, je reviens toujours sur le bus de mixage principal, mon mixage stéréo. En revanche, enfin pas en revanche, après quand je vais sur d'autres départs, je prends le départ auxiliaire, je vais pouvoir sélectionner par la touche mix le départ auxiliaire numéro 1, et là, je vais pouvoir envoyer dans mon auxiliaire 1 ce mixage-là. Dans mon auxiliaire 2, je vais faire un autre mixage. Dans l'auxiliaire 3, je pourrais très bien copier le mix 2 et le coller sur les 2 et la 3 ont désormais le même mixage. Je pourrais très bien faire un reset mix 3, et ainsi nettoyer l'intégralité des départs. Donc ça, c'est une fonction copy-paste qui va marcher pour les traitements, mais qui va marcher également pour les touches de mixage. On l'a vu au début de la présentation, la touche de mixage, cette touche bleue, elle est également disponible ailleurs, puisqu'on peut paramétrer la console à sa convenance. Donc la touche mixage se trouve également sur une entrée. Ça va être pratique, ça va nous permettre de travailler de la manière suivante. Soit appeler un mix et dire, voilà, pour le batteur, un peu de grosse caisse, de caisse claire, le bassiste, un peu de basse et un peu de grosse caisse, le guitariste, voilà. Maintenant, si je m'adresse au chanteur, je vais le soigner en lui disant, voilà, le chanteur, je te monte ta voix dans ton retour, mais les autres vont également tous me demander à ce moment-là, en même temps, d'avoir la voix dans les retours. Je vais alors me servir de la touche mix de la voix et distribuer la voix vers le batteur, vers le bassiste, vers le guitariste, vers les différents départs, travailler donc à l'envers. Et ici, je conserverai sous la tranche en elle-même son envoi dans la façade, de façon à garder un contrôle permanent vis-à-vis de mon mixage, tout en pouvant contrôler mes départs. Donc ça, c'est la fonction vue d'au-dessus, vue d'en dessous, qui est très pratique lorsqu'on travaille en retour, notamment pour s'adresser à une personne pour lui faire un mix, ou distribuer un musicien vers les autres. Voilà pour les 4 touches. Après, des petites subtilités, on va dire. J'ai la possibilité de geler une tranche. Un bouton bleu égale un bouton bleu. Et désormais, voilà, la tranche violette, quel que soit le layer, va rester à sa place. Voilà. J'ai la possibilité de faire des scènes safe très rapides. J'ai mis en mémoire différents réglages pour différents groupes. Malheureusement, j'ai oublié la voix du présentateur. Rapidement, je peux faire un scène safe. J'appuie sur cette petite touche bleue qui correspond toujours à une touche bleue, question de logique. Et là, ça y est, ma voix est en safe. Je pourrais changer de scène et je conserverai mes réglages. Donc vous voyez, c'est relativement rapide de se servir d'une iLive. Généralement, les gens qui l'apprennent très facilement en main. En termes de qualité sonore, elle est très appréciée. En termes de traitement des effets également, puisque l'effet, on va avoir 8 moteurs d'effets avec des reverbs, avec des chorus, du tap delay. On a également un traitement dynamique sur tous les retours d'effets, ce qui permet, ce traitement dynamique, de dire au-dessus d'un certain seuil de signal, l'effet se déclenche ou ne se déclenche pas, et inversement, en dessous d'un certain seuil, il se met en marche ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié également dans le live.
Voilà, je crois avoir fait rapidement le tour de la surface iLive. Je crois qu'on en saura plus dans les prochaines parutions qui auront lieu sur le web, sur la console. On peut également dire que cette console va pouvoir également se marier facilement avec d'autres, comme je le disais précédemment, en retour, puisqu'on a la possibilité de faire en sorte que le panneau principal de commande de tranche au niveau du préampli ne contrôle pas directement le préampli, mais soit basculé sous forme de trim. À ce moment-là, sur la tranche, nous aurons un gain numérique qui sera indépendant du gain du préampli, ce qui permettra, une fois le gain calé à sa juste valeur moyenne, si j'ose dire, on pourra, chaque intervenant, qu'il soit en façade ou en retour, travailler directement sur la surface avec un gain numérique, avec 48 dB de dynamique de plage d'action, sans perturber ni l'enregistrement, ni le collègue qui fera les retours, ou inversement, si c'est celui-ci qui fait la face. Dernier point, il n'est pas des moindres, les iLive ne sont pas livrés, mais on peut télécharger un logiciel gratuit sur le site iLive à l'NNIS. Ce logiciel va permettre d'avoir directement la main sur la machine. On va pouvoir visualiser, ça peut être un confort de visu. Ça peut être également la possibilité d'organiser la surface pendant qu'un ingénieur du son façade est en train d'égaliser sa console. Je vais pouvoir, de mon côté, par le biais de la souris, réorganiser ma surface de travail en disant, on va le faire rapidement, c'était pas prévu, mais on va s'adapter. Je vais pouvoir avoir une fonction drag and drop, dire voilà, cette entrée ici, je la prends, voilà, et je vais aller la positionner au milieu de mon set batterie. Voilà, là j'ai mis l'entrée 21 au milieu de mon set batterie. Preuve en est, si je ressors de la surface, on voit bien que ça a été suivi d'effets directement sur la surface. Donc je vais pouvoir, sans déranger le technicien que j'accueille, faire des interventions sur la configuration de la machine. Je vais pouvoir également gérer un départ, gérer un mixage, puisque je peux très bien accéder au mixage, voilà, au mixage de l'auxiliaire 1 et agir sur l'auxiliaire 1 en mettant quelques faders en route, sans pour autant que l'ingé son façade soit perturbé. Preuve en est, si je vais sur l'auxiliaire 1, je retrouve bien une corrélation entre l'écran et la console. Je ne dois pas être sur l'aux 1. Est-ce que je suis dessus? Voilà. En revanche, si l'ingénieur du son travaille sur l'auxiliaire 2, lui, je ne verrai pas son action, sauf si je me mets sur l'auxiliaire 2. Et là, effectivement, on sera sur le même bus. Donc ça permettra, avec plusieurs ordinateurs, d'avoir une assistance pour le technicien façade, de faire une assistance sur les retours, de caler les retours avec l'ordinateur directement sur scène, avec l'analyseur en temps réel que l'on va retrouver bien sûr sur le logiciel. Donc ça permet de vraiment être en phase. On ne va plus déplacer les wedges sur scène, les retours, on va aller vers eux. Comme ça, on peut faire la mesure vraiment dans l'environnement acoustique. Voilà, le logiciel, c'est quelque chose que vous pouvez télécharger pour vous familiariser un petit peu avec le système. C'est libre d'accès. On aura également la possibilité de piloter le système par le biais de petites télécommandes que je vous ai apportées. J'en ai une qui est là-bas que je vais attraper, la PL6. Voilà, c'est un petit boîtier que l'on peut programmer pour dire c'est un volume d'une entrée ou d'une sortie ou un envoi dans un aux, avec un champ d'action que l'on peut définir pour pas qu'il y ait d'accident sur scène, lorsqu'on met ça à disposition d'un musicien ou d'un intervenant. Et puis on a la possibilité de pouvoir piloter ces consoles directement via le MIDI, avec une surface de contrôle MIDI. Voilà, je crois avoir tout dit. Je vais vous laisser découvrir les autres produits de la SAE. Je vous remercie en tout cas d'avoir prêté attention au système iLive, et j'espère que vous n'hésiterez pas à venir chercher plus amples informations sur le site d'audiopole.fr et directement me contacter sur le mail du chef produit yann.mate@audiopole.fr. Merci.